Bienvenue dans un nouvel épisode de Family Talk. Arthur a 24 ans lorsqu'il reçoit un appel qui changera sa vie à tout jamais. Entre une histoire d'un soir, 2 nationalités, 3 pays, ces 2 individus presque inconnus deviennent une famille. Comment s'incarne-t-on dans son rôle de père lorsqu'on ne l'a pas choisi ? Paternité par surprise, Arthur nous raconte son histoire dans Family Talk. Bonjour Arthur. Bonjour. Enchantée. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Family Talk. Tu m'as un petit peu parlé de ton histoire. Ouais. Et j'ai été frappée par le besoin qu'on pourrait avoir d'entendre ce genre d'histoire parce que moi je l'avais jamais entendu du point de vue d'un papa. Ton histoire, c'est ton histoire de jeune adulte, de jeune papa. Mais pour ça, pour la comprendre et pour comprendre comment toi tu t'es incarné dans ce nouveau rôle, un gros flashback dans ton enfance et surtout dans ton éducation. Petit Arthur, comment ta maman t'a éduqué ? Alors, c'est une belle histoire. Je viens d'une famille très aimante. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas chez les autres. C'était nos parents s'aimaient beaucoup. Petite famille modèle. J'ai 2 petites sœurs. On a grandi de façon bien, tout allait bien, la belle famille. Vous venez du nord de la France, ouais. De Lille. Donc des familles aussi assez grandes et assez rigolotes qui s'invitent, qui invitent des gens, généreuses. Toute ma famille a beaucoup de femmes très fortes, grosses personnalités. Et ma maman en est une. Elle a toujours travaillé, c'est elle qui s'occupait du foyer. Qui nous cassait la tête quand il s'agissait de grandir, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, comment se comporter. Une tribu de nanas. Une tribu de nanas et un papa, comme tous les papas, je pense, qui parle pas beaucoup et qui laisse la maman s'occuper des choses. C'est pas toujours le cas, mais ouais. En tout cas, c'était le cas de votre famille. Voilà. Quelles valeurs votre maman vous a transmises ? Celle de se porter haut, je pense, d'être responsable de soi-même, d'être autonome. Si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut le faire, il faut le valoir. Rien n'est donné, tout est à prendre. Et peut-être notamment aussi, elle en tant que femme et d'avoir 2 petites sœurs, cette idée que rien n'est donné et qu'elle elle a bossé dans des groupes industriels, c'était un peu... très belle réussite professionnelle. Elle travaillait dans des groupes industriels, c'était la seule femme. Donc, donc fallait se montrer. Fallait se montrer, fallait être forte, fallait aussi défendre ses droits. Et ce que j'ai aussi réalisé moi dans mon boulot, c'est que les femmes qui réussissent en entreprise sont souvent 2 fois meilleures que les hommes à situation comparable, pour la pression qu'elles se mettent, pour la possibilité de réussir dans ces milieux, et je pense qu'on avait ce cas-là à la maison. D'accord. Donc toi, t'étais le... Premier fils, ouais. Et ensuite, que des filles. Que des filles, ouais. D'accord. Comment elle t'a élevé en tant que petit garçon ? Parce que, est-ce que tu dirais que la façon dont elle t'a éduqué a été différente de celle de la façon dont elle a éduqué tes sœurs ? Non. Non. Je pense qu'elle se rendait même pas compte qu'elle était féministe à l'époque. Ok. C'est plus tard que j'ai réalisé ce que c'était. Comment elle t'a appris à considérer les femmes ? Avec beaucoup de respect, ouais. Toujours. Et une grosse tolérance chez mes parents. Ça a toujours été fais ce que tu veux, mais sois le meilleur. Et écrase personne, quoi. Sois généreux, sois inclusif, aide. Des gens qui aident beaucoup les autres. Ouais. Donc une assez belle éducation, enfin, aucun problème. Et ouais, donc quand moi j'arrive à l'âge adulte, je pense que tout va bien. Enfin, il n'y a aucun problème, quoi. T'étais un protecteur de tes sœurs ? Un peu, mais pas trop. Pas trop. Parce que c'était déjà des femmes fortes ? Parce que moi je connais une de tes sœurs. La dernière petite sœur est beaucoup plus autonome. La première, quand elle grandissait, était plus en retrait. D'accord. Mais encore une fois, c'était à elle de faire ses preuves, c'était à elle de se confronter à elle-même. Fallait pas que je sois trop protecteur non plus, je pense. D'accord. Ouais. Donc c'est une éducation où en gros on vous donne votre sac, votre petit baluchon de valeurs et
et d'outils, et c'est à vous de... Et on va vous aider, on va vous accompagner, il n'y a pas de souci, on est ensemble, mais Mais allez faire votre bout de chemin. Et si tu fais des trucs pas bien, pas corrects, On est là. la sentence est là. La sentence tombe. Et la sentence tombe. Donc tu as grandi à Lille. Voilà. Tu as fait tout ton collège-lycée à Lille. Ouais. Et après, je suis allé étudier à Strasbourg. Mhm. Et pendant mes études et après, j'ai pas mal voyagé. Tu as fait des études de quoi? J'ai étudié à Sciences Politiques, Sciences Po à Strasbourg, Mhm. avec un master en finance. Finance de marché, finance d'entreprise. Mhm. Et pendant mes études, j'ai étudié un an en Colombie, à Bogota. D'accord. Et pour la fin de mes études, je m'orientais déjà dans la finance de développement, la finance verte, finance environnementale. Et je suis parti habiter au Burkina Faso pour 6 mois, sur des projets aussi. Et c'était le début un peu de ma carrière future, où j'ai beaucoup voyagé. T'as beaucoup voyagé. Et alors, qu'est-ce qui t'a marqué au travers de ces voyages? Je voulais déjà y aller, et ce que j'ai découvert, c'est la différence de culture. Mhm. Et ce qui est important et ce qui n'est pas important, et aussi dans ce qu'on appelle la famille. Il y a plein de choses qui sont différentes entre les cultures, Mhm. mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ce qui est fondamental, en fait. C'est sur l'humain. Et il y a plein de modèles qu'on nous impose, qu'on nous explique quand on grandit dans les cultures, dans les sociétés. Mhm. Et on nous dit, c'est comme ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie, que tu seras heureux. Et quand on voyage, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Et qu'il y a 10 milliards de façons d'être, des façons de considérer la réussite ou la faillite, quoi. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a marqué énormément. Ouais. Et du coup, tu parlais de la vision de la famille. Est-ce qu'il y a il y a des choses qui t'ont marqué dans tes voyages par rapport au fait de considérer la famille et le couple ou... Il y a une chose qui m'a marqué, je t'en ai peut-être déjà parlé, c'est quand je suis venu habiter aux Pays-Bas. Ouais. Parce qu'après tout ça, je suis venu étudier ici un an aux Pays-Bas. Oui, parce que là, on enregistre d'Amsterdam, on n'a pas précisé. Et mon premier boss, j'étais stagiaire dans une boîte, et mon premier boss, première semaine, il m'invite et toute l'équipe pour un dîner chez lui. Je venais d'arriver, je connaissais rien, et en fait c'était un dîner où il y avait des vieux, des jeunes, moi un inconnu, je venais de débarquer, et il annonce à tout le monde que lui et son mari allaient avoir un enfant avec une femme, et qu'ils allaient élever leur enfant comme une famille de 3. Donc des coparents. Des coparents avec 2 maisons l'une à côté de l'autre et le grenier qui se partagent. Incroyable. Une histoire incroyable, et pour un petit français avec des modèles un peu catholiques, un peu conservateurs un noyau, en tête. une famille nucléaire. De voir que ça soit si accepté et tolérable, quoi. Autour de la table, tout le monde a applaudi. Des jeunes, des vieux, en étant très contents pour ces gens-là. Ça m'a choqué. Ouais. Ça m'a choqué, là j'ai fait waouh, tout est possible en fait. Enfin, c'est vraiment la famille, c'est ce qu'on en fait en fait. Mais complètement, ce qu'on fait avec l'amour. Tu t'es rendu compte que ok, à ce moment-là, n'importe quel format de famille est acceptable du moment qu'il y a de l'amour, quoi. C'est ça. Donc tu es arrivé à Amsterdam, tu as commencé à travailler. J'ai d'abord fait des études. Tu as d'abord fait des études, donc tu as fait un an d'études. De master ici. Un an de master. Tu avais 24 ans. Et 23 ans, 24 ans. 23, 24. Tu étais quel genre de jeune homme? Un peu foufou, on va dire. Explorateur. Curieux. On arrive à Amsterdam, on découvre une vie complètement différente. Très libérale, très libre. D'accord. Ce côté un peu libéral, je le vois dans les rues parce que je vois tout le monde avec les vélos et je trouve ça hyper baba cool, tu vois. Et j'adore, mais comment vraiment fondamentalement ça s'illustre dans la culture et comment tu vois la différence avec la France, par exemple? C'est peut-être un peu lié à un héritage du protestantisme qui, je pense, fonctionne avec le catholicisme de façon différente. Mais grosso modo, ici, on fait ce qu'on veut. C'est tant qu'on ne dérange pas les autres, c'est en fait tant qu'on ne s'impose pas aux autres, tant qu'on ne change pas complètement leur mode de vie, on ne les gêne pas, tout est faisable. C'est con de citer ça, mais c'est vraiment la liberté s'arrête là où commence celle des autres.
Et c'est l'histoire de cette ville qui a toujours été un refuge. Spinoza était un juif portugais qui s'est fait inquisiter et qui est devenu un réfugié politique ici. Et Amsterdam a toujours accueilli des artistes, des visions. Il y a même l'église de Satan. Ah, je savais pas du tout. Et c'est pareil pour la prostitution, pour la drogue. C'est pour ça qu'il y a les coffee shops. On a le droit de fumer là où c'est toléré, dans cet endroit-là, en suivant des règles. Et c'est acceptable. Si on fait ça devant une école, là, ça l'est beaucoup moins. Et là, on peut se faire arrêter par les flics aussi. Ouais. Donc, c'est toujours ce côté de faites ce que vous voulez. Voilà. C'est incroyable. Donc ça crée des petites bulles. Ça crée des bulles de liberté phénoménales. Okay. Pour quelqu'un qui vient de Paris, et, on sent cette atmosphère de respect, de responsabilité et de sens civique, en fait. Exactement. Tu parles de cette liberté. Et toi, est-ce que ça t'a donné envie d'explorer? Beaucoup. Ouais, donc c'était bien. J'étais étudiant et je faisais ce que j'aimais, donc c'était assez drôle, quoi. Et découvrir des étudiants internationaux de partout. Et donc c'est dans ce contexte qu'un soir, je sortais beaucoup avec mes collègues du master, et donc quelques amis, quelques copains que je commençais à me faire. Et de nulle part, un soir, je rentre avec une de mes copines du master, qui est elle-même un peu plus âgée que moi, qui est installée à Amsterdam, qui a un petit copain à Amsterdam, ils habitent ensemble. Super sympa, une italienne, avec qui on s'entend super bien. Et rien de romantique, on passe du temps ensemble, elle me fait découvrir la ville, je sors avec elle et ses potes, tranquille. Donc une amitié naissante. Une amitié naissante, parce que c'est peut-être aussi mon histoire d'avoir grandi dans un milieu assez féminin aussi. Je suis très à l'aise d'avoir des amitiés féminines. Ouais. Sans que ça n'engage à rien. Ouais. Sans qu'il y ait d'ambiguïté. C'est vraiment quelqu'un avec qui tu passes du temps de qualité. Et, sauf qu'un soir, forcément, on sort, l'alcool, la fête. On rentre ensemble un soir. Ça arrive. Des choses arrivent, forcément. Tout n'est pas si simple. Et arrive ce qui arrive. Je casse la capote. Et commence une nouvelle aventure. Donc à ce moment-là, tu le sais que tu casses la capote? Je m'en rends compte, on s'en rend compte. Ouais. Elle rentre chez elle parce qu'elle a un petit copain à la maison, elle ne peut pas découcher. Ouais. Le lendemain matin, elle me dit qu'elle va prendre une pilule du lendemain. Et ça s'arrête là. Ouais. Plus trop de nouvelles, on se revoit peut-être une fois ou deux, mais un peu malaise. Ouais. Mais rien de méchant, sauf que quelques temps plus tard, elle m'écrit. Arthur, faut qu'on parle. Arthur, faut qu'on parle, d'accord. Elle t'écrit et vous choisissez de vous voir ou vous appelez? En fait, je suis pas là à ce moment-là, je m'inquiète pas, je suis en vacances. Et je lui dis, pas de soucis, on se voit quand je rentre. Ok, on se prévoit d'aller se retrouver au café. Sauf que dans l'intervalle, je reçois un coup de fil du petit copain, que je ne savais pas, je connaissais pas son numéro, mais je reçois un coup de fil du petit copain qui m'annonce qu'elle est enceinte de moi. C'était un peu l'angoisse. Ouais. Alors, à ce moment-là, on rappelle, t'as 24 ans, c'est au tout début de ta carrière, t'es même encore aux études. Donc, ça, c'est un tsunami. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment quand tu compris cet appel? J'ai rien compris. Je savais pas ce qui se passait. Devenir papa à 24 ans, aucun de mes potes avait été devenu papa avant. J'étais le premier de la liste. Panique à bord, quoi. Ouais. Et c'est quoi ton réflexe? Donc après cet appel, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre la maman. On se parle beaucoup. On essaie d'en discuter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de comprendre ce qu'elle veut aussi. Elle me parle de son couple, de son histoire avec son couple. Moi, je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas trop où me mettre. J'essaie de l'écouter. Encore une fois, femme tombe enceinte, on lui dit félicitations. J'en étais là, moi, j'étais là. Et puis surtout, à ce stade, c'était une fille, c'était une histoire d'un soir. C'est ça. Avec une copine, une connaissance. Donc il y
n'y avait pas de sentiments engagés, chacun avait sa vie, on est jeune, on est insouciant. Et là, le couple retombe des responsabilités. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui est décidé lors de ce premier rendez-vous où vous en parlez face à face? On en parle pas mal, mais il se trouve qu'il y a le petit copain qui est là, qui est dans l'histoire. Okay. Donc, moi, j'ai pas trop de mots à dire à ce moment-là. C'est ce que je ressens aussi, c'est que c'est avant tout leur histoire à eux, et elle revient dans le foyer avec le bébé de quelqu'un d'autre. Donc déjà, assez compliqué pour eux, pour ce mec-là aussi, pour elle aussi. Et les conversations tournent plutôt autour de eux. Ouais. Comment eux vont gérer cette histoire. Exactement. Okay. Et ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble? Ça faisait des années, ouais. Ils habitaient ensemble. Je pense que ça allait être la phase suivante pour eux d'avoir un enfant. Certainement d'avoir un enfant, quoi. Ouais, d'accord. Et donc c'est vrai que c'est assez bizarre, sauf que le type, il l'a pas forcément apprécié. Et il exige à ce moment-là de s'assurer que ce soit bien, en fait, pas son enfant. Parce que si c'est son enfant, il voudrait le garder. Si c'est pas son enfant, il voudrait pas le garder. Ouais. Et il va demander à la maman d'aller faire un test in vitro, ce qui est quand même une procédure assez compliquée, c'est d'aller rentrer, aller tester le fœtus pour aller prélever ou peut-être du liquide, enfin je sais plus exactement, mais la procédure, mais c'est invasif. Ouais. Et pour aller chercher de l'ADN du bébé ou du fœtus à ce moment-là, pour pouvoir prouver ou pas sa paternité sur l'enfant. Ouais. Sauf que c'est une procédure qui prend du temps. Ouais. Et plus ça va, plus la maman se rapproche de la date fatidique, à partir de laquelle l'avortement n'est plus possible. Donc à ce moment-là, on parle déjà de tout ça, on parle déjà de qu'est-ce qu'on va faire de l'avortement et plutôt de leur couple et de ce qui va se passer, quoi. Et on attend, c'est horrible. Parce que pendant ce temps-là, la maman, elle devient enceinte aussi, quoi. Donc elle doit gérer ça aussi, elle est malade, elle sait pas quoi faire, elle est en panique. Et à ce moment-là, pendant ces semaines qui s'écoulent, vous voyez ou c'est c'est régulièrement. D'accord, ok. Sauf que je pense que s'il y a d'autres papas qui écoutent ou des gens qui connaissent ça, pour nous les hommes, on s'en rend pas compte. Ouais. Notre corps change pas, on n'a rien dans le ventre. Et à ce moment-là, on n'a même pas juridiquement, on n'a aucun droit même. Ouais. C'est l'espace réservé de la femme, c'est son corps. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est même pas encore un enfant, c'est un fœtus. C'est le corps de la femme. Donc c'est vrai que Et en plus de ça, d'être dans cette situation-là, moi, c'est vrai que j'avais un peu de mal à réaliser vraiment ce qui se passait ou de comprendre que j'ai quelque chose à dire, quoi. Donc dans ce contexte-là, pour moi, c'était impossible d'imaginer qu'elle le garde, en fait, qu'elle décide de garder l'enfant. Sauf que le temps passe et pour elle, l'enfant grandit dans son corps. Ouais. Donc ça devient, et c'est du niveau hormonal, du niveau émotionnel, psychologique, ça devient de plus en plus compliqué de concevoir, d'imaginer un avortement. Ouais. Le temps passe. On passe le délai légal Pas encore, mais on passe le délai pour faire un avortement avec des pilules abortives. Oui. Après, et je pense que c'est au-delà du temps légal en France, parce que les Pays-Bas sont un poil plus tolérants encore. D'accord. On peut encore avorter, mais là c'est intrusif. On va chercher le fœtus dans une opération. On l'aspire en fait. Hein, on l'aspire. Ça. Donc ça c'est dur. C'est très dur. Ça doit être dur à faire et à subir. Le test est fait. Okay. Je suis le papa. Il reste une petite fenêtre de tir pour l'avortement, sauf que encore une fois, je suis pas dans la discussion. Ouais. La maman m'annonce qu'elle va en discuter avec son partenaire. Ouais. Et le soir même, je reçois un texto qu'elle décide de garder l'enfant. Ouais. À ce moment-là, c'est quoi ta réaction? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que j'étais livide, quoi. J'étais le trou noir, quoi. Je suis tombé de je sais pas d'où. Je suis tombé de ma chaise et je n'ai pas arrêté de tomber pendant des semaines, quoi. Je comprenais rien, quoi. Surtout que c'était pas j'avais du mal à me projeter donc je vais devenir papa déjà en soi, devenir papa c'est ou devenir parent, en fait, mais je touchais à peine, en fait, la surface de
des émotions normales, Mhm. face à une réaction qu'on devient papa. Ouais. Et au plus de ça, mais je suis avec quelqu'un que je connais pas et j'ai rien décidé, quoi. Mhm. Donc, que ça soit le droit fondamental de quelqu'un de faire un avortement, ça reste dur. Ouais. Il faut le garder en tête aussi, c'est que Bien c'est sûr. jamais une décision facile. Ouais. Donc je respectais cette décision en fait, Bien sûr. par mon éducation, de qui j'étais. Ouais. Dans les faits, tu deviens un papa, Ouais. mais dans la réalité, pour l'instant, tu n'as aucune place de papa Ouais. parce que tu es complètement hors foyer. En fait, tu es un papa par information, par texto, C'est ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Un papa par texto parce que on t'annonce que tu deviens papa, mais dans les semaines qui suivent, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas il y a même pas ce qui suit de joie qui peut compenser cette surprise et Ouais. le tsunami qui est. Parce que il y a aussi cette pression de tu deviens parent et ça doit être juste Faut être beau, heureux. faut être heureux. Bah non, en fait, parfois on n'est ni prêt, parfois on n'a juste pas envie de devenir parent. Il y a des gens qui ne deviennent Mhm. jamais parents Mhm. et on n'a pas les moyens, les dispositions. Et toi, ta route à ce moment-là, c'est finir ton master, quoi. Je pense Pas que- de boulot, rien, pas de boulot, thune. pas d'argent. Donc il se passe ça, et surtout, tu es hors conversation, Ouais. hors discussion, et tu te retrouves dans une situation où on t'impose une information qui va t'impliquer à 100%. Ouais. Qu'est-ce qu'on te laissait comme place pour l'accompagner, en fait? Parce que j'imagine que là, elle est avec un partenaire. Ouais. Donc lui, il l'accompagne. D'ailleurs, comment il l'accompagne? Est-ce que tu sais comment il vit ça de son côté? Il me disait que maintenant c'était à moi et que je devais absolument m'occuper de mon enfant parce que c'est ce qu'il y a à faire, c'est la seule chose à faire. Et que j'ai intérêt à m'occuper de mon enfant parce que lui pourrait pas le faire et je pense qu'ils se sont séparés après ça, quoi. Ouais. Ils se sont séparés. Après, c'est un peu tout de suite sur moi qu'est venue la maman pour parler de comment on s'organise, où est-ce qu'on va habiter. Sauf que moi, j'étais encore pas du tout prêt. Elle avait quel âge? 30 ans. Entre 25 et 30 ans, il y a une vraie différence, parce différence, que ouais. c'est les 5 ans qui sont nécessaires à finir ses études et rentrer dans la vie active. C'est ça, avoir un peu de stabilité, savoir où on en est, où est-ce qu'on va, quoi. Mm. Et Donc ils se séparent. ils se séparent, et elle cherche des solutions. C'est la panique à bord, hein. Mhm. Très vite, elle m'invite dans le parcours de la pregnancy, de la maternité, Ouais, de la grossesse. de la grossesse. Mais moi, j'y arrive pas. Ouais. J'ai du mal à être là pour elle. D'accord. J'ai- Est-ce que tu pourrais mettre des mots là-dessus? Qu'est-ce qui te bloque à ce moment-là? dans ce J'avais parcours. besoin de comprendre pour moi-même. Ouais. Et de l'autre, en étant si loin pendant si longtemps, notamment pendant la décision, Mhm. je comprenais pas. Et surtout, je pense encore une fois, les hommes, tant qu'ils n'ont pas vu l'enfant, ils comprennent pas. Ouais. Je pense Et que moi, c'est- j'étais gamin, ouais. enfin, encore qu'un petit jeune, quoi. Ouais. Et j'avais jamais été confronté à une grossesse, Ouais. à la maternité comme ça. Moi, c'est super important d'en parler parce que sans rejeter toute la responsabilité sur la femme, c'est pas du tout ça. Non, Hein, non, mais non. quand on est une femme et qu'on vit le processus hormonal, qu'on vit depuis nos 10-11 ans, tous les mois, les règles, notre cycle et qu'on doit être proche de notre cycle, etc., on grandit avec ce potentiel événement du fait de tomber enceinte et de donner la vie. Ça fait vraiment partie du fonctionnement de notre corps. Et je pense que quand on tombe enceinte, on a l'info et notre corps se prépare de toute façon à donner la vie. Un homme, il donne la vie quand la femme accouche. Ouais. Et du coup, toi, je pense que aussi dans cette situation-là, ça devait être très violent d'être le backup aussi. Parce que le partenaire est parti et du coup, c'est sur toi que tout se rejette
cette responsabilité qui pour toi n'a rien de concret. Toi, t'es complètement déconnecté en fait de cette réalité-là, c'est ça? Et qui va en plus à l'encontre de mon consentement. Ouais. C'est qu'il y a aussi cette dimension-là, c'est qu'on a l'homme n'a pas son rôle, n'a pas sa place. Et heureusement que la femme décide de ce qu'elle fait de son corps. Encore heureusement, mais c'est aussi très violent. Mais une fois que la femme a fait son choix, on se prend toutes les conséquences. Ouais. Est-ce que toi, t'avais envie d'être père? Pas forcément à ce moment-là, mais de manière générale, est-ce que c'était un souhait de fonder une famille? Éloigné. C'était, j'y avais jamais vraiment pensé. C'était probablement quelque chose, enfin une direction dans laquelle j'allais. Ouais. Mais je m'étais pas vraiment posé la question du tout. Donc, les mois passent. Ouais, les mois passent et en fait ça va de plus en plus mal. Et en fait, elle retourne accoucher en Italie. D'accord. Sans moi. Ok. Et ce n'est que quand elle revient à Amsterdam que je rencontre ma fille pour la première fois, quand elle a 4 mois. D'accord. Et là, j'étais sans voix, quoi. Là, j'étais sans voix. Enfin, je vois ce petit bout de choses. Enfin, c'est magique. C'est magique. Et c'est là où je suis tombé amoureux de ma fille et que ma vie allait encore changer une nouvelle fois, quoi. Ok. Donc, c'est là où j'ai réalisé en fait ce que ça voulait dire d'être papa et ce que c'était ce petit bout de chou. Et là, tout devenait très concret en fait. Tout était tout à fait en place maintenant. Tu peux raconter cette première rencontre avec ta fille. Donc, la maman revient à accoucher en Italie. Elle t'a prévenu? Elle m'a pas prévenu. D'accord. Donc, elle a accouché. Seule ou avec sa famille, avec sa maman. Et sa maman m'envoie. Enfin, j'apprends quand même que la naissance de ma fille, je reçois des photos. Je leur écris, je les félicite. Mais c'est que quand elle revient qu'on se rencontre. Et on se rencontre dans un parc avec des amis à elle. Et là encore, je suis un peu. Je me sens pas à ma place. C'est des Italiens, je parle pas italien. Ils sont amis, je sais pas mes amis. D'accord. Et je vois ma fille comme ça la première fois, quoi. Et j'arrivais pas à enlever mes yeux d'elle. D'accord. Et alors là, on est dans un parc, il y a une poussette avec un bébé, et ça. Tu réalises. Et je réalise que ça y est, je suis papa. Ok, ça y est, t'es papa. Et je suis papa et je comprends ce que ça veut dire. D'accord. Que l'amour de son enfant, c'est charnel, c'est animal, ça va au-delà de tout. Elle te ressemble? Énormément. C'est horrible. Dans le bon sens, hein. Je vois un sourire qui est pétillant et plein d'amour et il a des cœurs dans les yeux. C'est tout à fait ça. Et elle est belle comme tout, elle me ressemble et ouais, c'est magique. Et donc, dans ce parc, avec cette rencontre, comment ça se passe avec la maman? Un peu bizarre, parce qu'elle aussi, c'est quelque chose de très fort, quoi. C'est que je suis aussi le père de sa fille. Et mais on essaie, je pense, de faire bonne figure, petit à petit aussi de se reconnecter, retrouver des solutions. Moi, j'essaie de l'aider. Enfin, les mères célibataires toutes seules à Amsterdam, quoi. Donc, j'essaie aussi de l'aider. Et pardon, elle est revenue s'installer? Elle est revenue s'installer. Elle est revenue s'installer à Amsterdam, d'accord. Et en fait, petit à petit, on passe beaucoup de temps ensemble à s'occuper de notre fille. Ouais. Donc vous vous installez ensemble ou chacun son appartement? Chacun son appartement. Ouais. Et de quelle façon tu l'aides et de quelle façon elle te laisse l'aider? Là, c'est très compliqué. Hein. D'accord. Faut trouver ses marques, faut qu'elle me laisse prendre une place. Faut que moi que je comprenne quelle est ma place, qu'on attend de moi, ce qu'il faut faire déjà pour s'occuper d'un bébé. Enfin, Oui, parce que là, en plus, ça va au-delà. C'est-à-dire que ta volonté, c'est pas non plus d'aider, c'est vraiment de devenir père. Donc de partager à 50-50 les devoirs et les droits, et t'en as envie. Ouais. Et du coup, là, il faut, j'imagine, jongler aussi avec le fait qu'elle ait géré, il y a peut-être de son côté du ressentiment, le fait d'avoir géré une grossesse toute seule et l'accouchement, etc. Donc, j'imagine qu'il faut prendre sa place à petits pas et toi t'insérer dans cette relation mère-fille qui est déjà tout à fait. forte. Tout à fait. Tout à fait.
Et ça se fait pas facilement du tout. D'accord. Parce que je suis pas légitime à ses yeux. Ouais. C'était des chantages permanents. C'était elle qui exigeait de moi des attitudes, des comportements. D'accord. Quel genre d'attitude? Des trucs très simples, mais des choses très concrètes et des choses pas du tout concrètes. Et des injonctions contradictoires parfois, et de la colère, et des émotions. Et si tu fais pas ça, tu verras plus jamais ta fille. Et ça devenait de plus en plus tendu et de plus en plus compliqué. Et de son côté, énormément de ressentiment. Elle avait conservé son travail ou Ouais, là elle était elle avait des horaires aménagés, donc elle D'accord. bossait les week-ends. D'accord. C'est moi les week-ends qui m'occupais de ma fille. D'accord. Plus quelques soirs. D'accord. À ce moment-là, vous commencez du coup à élever la petite. T'es reconnu en tant que papa? Je suis pas le père. T'es pas le- Et la Voilà, à ce moment-là, t'es pas le père. Donc... Et la mère refuse que je sois reconnu juridiquement comme le père. D'accord. Voilà, parce que ça c'est hyper important. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu t'occupes de ta fille. Enfin, vous essayez tous les deux de jongler entre votre travail et donc ce nouveau-né. Vous n'habitez pas dans le même appartement. T'essaies bon an mal an d'assumer ton rôle de père. Mais légalement, sur le papier, je suis personne. Tu n'es personne. Pour moi, c'était dès le début, je lui demande, je lui explique. J'essaie d'expliquer que c'est pour l'intérêt de l'enfant. Ouais. Que s'il lui arrive quoi que ce soit, qu'elle ait un père. Ouais. Parce que moi, je voulais reconnaître mes droits, en fait. Je voulais donner tout ce que je pouvais à cet enfant. C'était peut-être pas assez aux yeux de la mère, mais je voulais lui donner tout ce que je pouvais. Ouais. Donc pas courir et fuir ma responsabilité. Ouais. Je voulais prendre ma responsabilité, être là pour elle, m'occuper d'elle, payer une pension s'il fallait payer une pension. J'ai payé d'ailleurs. Contribuer à son éducation, à tout, quoi. Quel que soit le modèle. Parce qu'encore une fois, je pensais que tout était possible, quoi. C'est tant qu'il y a de la bonne volonté, on va être là, il y a de l'amour. Au pire, c'est pas grave. Pire, c'est pas grave. Si papa et maman c'est comme ça ou c'est différent, et on voit bien de nos jours que des modèles de famille, il y en a autant qu'il y a de famille. Qu'il y a de famille, complètement. Qu'est-ce qui l'empêche, tu penses, de t'accorder cette reconnaissance de ta paternité? Elle voulait garder le contrôle. Je pense qu'elle voulait garder sa fille pour elle-même. D'accord. Elle avait du mal à accepter son choix, peut-être. Le fait que moi je sois là et que j'ai des droits et des exigences, ça allait la confronter toute sa vie au choix qu'elle a fait. Au fait qu'elle m'ait choisi comme père, sans vraiment me choisir comme père non plus. Mais c'est ça, parce que vous êtes tous les deux aussi vus imposer l'autre parent. À ce moment-là, vous connaissez bien, c'est-à-dire que même quand on se met en couple, on sait jamais et qu'on est fou amoureux et que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on ne sait pas si notre partenaire va être un bon parent. Donc à ce moment-là, vous découvrez aussi l'un et l'autre. Et aussi en tant que personne, parce que vous ne connaissez pas très bien finalement. C'est ça. À quel moment tu vas pouvoir gagner ça? Tu continues à te battre combien de temps pour être reconnu légalement en tant que père? En fait, j'ai arrêté de me battre là-dessus. D'accord. Parce que en essayant de m'informer, de voir comment ça marche, comprendre un peu la loi, je réalise que si j'engage une bataille judiciaire, ça sera comme ça que nos relations vont devenir. Une bataille judiciaire. Et ça, t'as pas envie? Et j'avais pas envie, parce que c'est incontrôlable, ça prend des années, ça coûte une fortune. Et même si la loi lui impose de me laisser voir ma fille, si elle veut se barrer en Italie avec ma fille, elle a gagné. Enfin, que veut dire un jugement quand la réalité fait que... Voilà, on sait très bien aussi dans le droit de la famille et il n'y a pas de moyens, il y a plein de papas qui payent jamais leur pension alimentaire et il n'y a rien qui est fait. Il y a plein de mamans célibataires qui vivent sans pension alimentaire parce que le droit n'est pas appliqué. Donc moi je voulais éviter ça de toutes les manières. Je voulais pas déclencher la guerre nucléaire en fait. Et dire c'est plutôt de collaborer, faire écouter, c'est de avec le temps, avec l'engagement, par les actes quoi, et en disant on va lui faire confiance, pourquoi pas. Et donc d'ailleurs tu parlais de partir en Italie avec sa fille.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et c'est en fait, au final, c'est exactement ce qui s'est passé. La petite avait quel âge? Elle avait 4 ans. Mhm. Ça se passait à ce moment-là très très bien. Ok. Je voyais ma fille. Toujours à Amsterdam. Toujours à Amsterdam. Je voyais ma fille très régulièrement, peut-être un jour sur deux à ce moment-là. Mhm. Meilleur moment de ma vie, enfin, c'était le bonheur. Et c'est là que la maman me dit j'y arrive plus, je rentre en Italie. Et je rentre avec ma fille. Ouais. Elle voulait peut-être se rapprocher de sa famille, que sa fille parle italien. Ouais. Et c'est ça qui était horrible, quoi, parce que on me force à être papa, et derrière, on m'enlève ma fille. Oui. Enfin, c'était une fois que je deviens papa et que je suis enfin à peu près à l'aise avec ma paternité, avec cette situation. Ouais. Tu prends tes marques et tu prends pleinement ton rôle de père. Et là, on me l'enlève. Ouais. Et là, c'est tous les gens qui sont parents, qui ont des histoires comme ça. Enfin, c'était l'horreur quand on vous prend votre enfant, quoi. Ouais. Donc la maman repart en Italie pour se rapprocher de sa famille. Et toi, tu restes à Amsterdam. Et je reste à Amsterdam. Parce que tu as ton travail, parce que tu as une vie, ici. voilà. Et comment ça se passe à ce moment-là? Moi, je fais une énorme dépression. Je perds ma fille. C'était horrible, quoi. Déjà que j'avais dû me battre tellement pour pouvoir obtenir le droit de la voir. Et derrière, je la perds complètement. Et tout ce que j'avais pu construire, c'est... Et même déjà quand elle était enceinte, je lui parlais de ça. Je lui dis, t'es italienne, je suis français, on n'est pas ensemble. Un jour ou l'autre, il y en a un autre qui va plus pouvoir être dans la même ville. Et je veux pas d'une paternité comme ça. J'avais dit dès le début. Et là se matérialise ma pire des peurs. Ouais. Celle de plus pouvoir éduquer ma fille, plus pouvoir voir ma fille, plus pouvoir partager son quotidien avec elle. Ouais. Et je deviens tellement triste et un peu en dépression que j'arrive plus à lui parler. Après, c'est une gamine de 4 ans, tu lui donnes un téléphone, c'est pas comme si elle te racontait sa journée. Elle joue au téléphone, c'est compliqué de communiquer à cet âge-là. Ouais. On est en quelle année là? On est en 2017 et comme je communique plus avec la maman pendant quelques mois, le temps de processer tout ce qui m'arrive, là elle m'annonce que ça devient trop compliqué pour elle et qu'elle refuse que je sois le papa pour la vie, que je ne peux pas aller la voir, je peux pas être le père, que je ne devrais plus exister dans la vie de ma fille. Comment tu réagis? Moi ça a fait un électrochoc en fait. Ça m'a fait un électrochoc, j'ai eu une attaque de panique. Et là j'ai fait mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible, ça va contre moi, contre ce que je veux, contre les droits de ma fille, enfin contre le droit même. Donc j'ai pris un avocat et je l'ai menacé de procès. Heureusement, en lui faisant comprendre ses contradictions, que ma fille avait des droits et que j'étais dans mon bon droit, j'ai pu la convaincre de signer un contrat à l'amiable. Mais encore une fois, elle s'est battue, ça a pris 8 mois. Ouais. Elle s'est battue contre moi, elle m'a empêché de le faire. Elle refusait toujours que je reconnaisse l'enfant. Jusqu'à 1 mois ou 2 de la naissance, le papa peut reconnaître l'enfant. D'accord. Au-delà, non. D'accord. Et comme en fait tu as raté ce délai. Ouais. Je devais avoir son autorisation. D'accord. Ou j'avais la possibilité d'aller en justice. Ce que fait d'habitude les femmes dans des cas pareils, quand les hommes courent et refusent leurs responsabilités, elles vont attaquer en justice pour faire reconnaître la paternité du père. D'accord. Ok. Qui peut exiger un test ADN. Ouais. Si le papa refuse le test ADN, il est d'office reconnu comme père. D'accord. Comment ça a pu se régler cette histoire? À quel moment tu as pu revoir ta fille et reprendre contact avec elle? C'est ça qui est paradoxal, c'est que pendant tout ce temps-là, elle refusait de me reconnaître comme père en disant que j'étais pas suffisamment père. Et qu'il fallait que je m'engage plus, que je vois plus ma fille. Ce qui était assez bizarre. Et surtout qu'à l'époque, je pouvais même pas me le permettre financièrement. Puis rendre visite tous les week-ends en Italie. Je payais une pension alimentaire. Je gagnais pas des milliers des cents. On a quoi? J'avais 28 ans, 29 ans. Et je pouvais voir ma fille une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. En un certain temps, parce que moi j'insistais pour avoir tous ses droits reconnus officiellement. En fait. Lui retirer cette possibilité de jouer avec moi. Parce qu'elle jouait avec moi. En fait. Elle jouait avec mes émotions, elle jouait avec son enfant en fait. C'était pas bien. Et alors t'as pu faire reconnaître ta paternité? Tout s'est bien passé au final. Je suis allé avec la maman à la mairie de la Latina.
Ok. Et ça s'est passé en 10 minutes. Ok. Ils ont fait, ah oui, d'accord, vous signez là, monsieur, il n'y a pas de souci, quoi. Donc victoire. Victoire totale. Du coup, depuis, ça fait là, donc 2017, ça fait presque 4-5 ans. 4-5 ans. Ouais. Comment ça se passe? Bah, c'est toujours une relation de papa à distance Ouais. que j'ai dû aussi accepter, à laquelle j'ai dû m'adapter. Ouais. J'ai dû accepter de ne pas pouvoir être là pour ma fille comme je le voulais ou je le pourrais. Ça, c'était dur. Ouais. Réaliser que qu'il fallait que je m'occupe de... Enfin, que je pouvais pas être le père que je voulais être, en fait. Ouais. Qu'il fallait que j'accepte quelque chose, encore une fois. Mais une fois que j'ai accepté ça, j'ai toujours continué à aller voir ma fille régulièrement, aller me faire des vacances avec elle, avec ma famille, mes sœurs, ma mère, pour continuer à la voir, maintenir ce lien, envoyer des cadeaux. Donc à un moment, elle a pu rencontrer ton côté de la famille. Un petit peu aussi, Ouais. voilà. Et C'est se normaliser petit à petit de mon côté. Et aussi pour moi, elle expliquait aussi ce que je faisais pas forcément au début. Parce que ça devait être aussi très difficile du côté de ta famille de comprendre ça et surtout de l'accepter. Ma famille et aussi les autres en général. En général, quand on dit qu'on a un enfant, c'est ah, génial, super. Moi, c'était une situation terrible, compliquée, qui était source de douleur. Je ne pouvais pas forcément en parler, j'étais pas forcément à l'aise. Quand je dis ça à quelqu'un, les gens tout de suite ils posent des questions, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ils se mêlent. Et j'avais pas forcément envie toujours en permanence de le raconter. Ouais. Mais maintenant, là, ça y est, et je me rends compte aussi malheureusement qu'autour de moi, qu'il y a plein de situations similaires. Les couples qui se séparent, parce que à mon âge maintenant je vois tous les amis qui ont des enfants qui se séparent, qui ont des situations similaires, donc maintenant je me retrouve même un peu comme tout le monde finalement en fait. Même limite à donner des conseils. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à ta fille? Que je l'aime beaucoup, qu'elle est belle, qu'elle doit pas s'inquiéter, qu'elle a un papa qui l'aime. Et peut-être aussi, je vais peut-être en profiter pour en parler au papa aussi. Parce que j'apprécie beaucoup que tu fasses ça, que tu m'aies donné cette chance de parler aujourd'hui. Parce que je pense que nous, les hommes, on n'a pas l'habitude d'en parler. On n'a pas l'habitude de parler de nos émotions. Et je pense que les hommes doivent le faire, doivent en parler, doivent s'engager sur la maternité, sur la paternité. Et que ça va aller, quoi. C'est que si on s'y met tous ensemble, il n'y a pas de problème. Et on peut tous inventer quelque chose de beau, et il faut juste être patient et tolérant. Donc moi j'aimerais bien donner un message d'espoir en fait aux gens. Donc les papas, les mamans, ça va aller. Et ben merci beaucoup d'avoir témoigné. C'était un très 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 bel épisode. Et puis j'en profite pour citer un ouvrage que tu m'as recommandé qui s'appelle Des hommes justes d'Ivan Jablonka. Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités. Comment réinventer la masculinité au XXIe siècle. Donc je suis en pleine lecture. Donc merci. Avec grand plaisir.